Enregistrement du témoignage de Monsieur Jacques Labbé, ancien officier affecté dans l'aviation légère de l'armée de terre de 1954 à 1967. Le témoignage se déroule à Saint-Jean-de-Mont, au domicile du témoin, et l'entretien est conduit par le lieutenant Jean Bénèche, officier historien du Comalat. L'entretien est filmé le 16 février 2023 et il est 9h58. Monsieur Labbé, bonjour. Je suis honoré Bonjour. de votre accueil ici à Saint-Jean-de-Mont. Nous allons donc pouvoir débuter notre entretien et je vous invite donc à vous présenter, à évoquer votre enfance et si vous le souhaitez, afin que nous puissions faire plus ample connaissance. Merci surtout de votre visite qui m'honore. Je suis né, moi, à Tours. La Touraine est une jolie région également. J'ai vécu ma première jeunesse en Touraine et j'ai connu l'armée à partir de 1949, c'était 9 ans après la fin de la guerre, 4 ans après la fin de la guerre, où j'ai pris un engagement qui m'a conduit d'abord au 501e régiment de chars de combat, régiment où avait servi mon père, et c'était la raison pour laquelle il avait accepté que je prenne un engagement. À l'époque, la majorité n'était pas à 18 ans, elle était à 21 ans. Et pour prendre des décisions comme ça, il fallait l'autorisation paternelle. Donc pour prendre mon père dans le sens du poil, comme on dit, j'avais choisi son ancien régiment dont il était très fier. Et quand j'étais donc au 501e RCC, j'ai préparé CIR où je suis rentré en 1952. J'appartiens à la promotion Union française. Bon. Est-ce que le fait que votre père ait choisi la carrière des armes vous a motivé dans votre choix de faire l'armée? Là, il y a deux choses. D'abord, mon père n'était pas militaire de carrière, il était officier de réserve. Mais je crois que la période, enfin en ce qui me concerne, j'ai vécu toute la guerre, l'après-guerre, cette période nous a quand même marqués. Et c'est vrai que j'avais un penchant pour la vie militaire. J'aurais pu faire une autre profession sans doute, mais je suis très content d'avoir fait la carrière militaire. Cette carrière militaire, elle m'a conduit d'abord dans un bataillon. À la sortie de CIR, j'ai fait un an d'école d'application à Saint-Mexan. Et après, j'étais affecté dans un régiment. C'était en 1954. Et avec ce régiment, on a constitué un bataillon de marche où nous sommes partis en 54, en novembre 54, en Algérie, où le bataillon s'est implanté dans la région ouest de l'Algérie, dans l'Oranais, à Rolisane. Permettez-moi de vous demander le lieu de l'engagement et est-ce que le contexte national, le contexte économique de l'époque a pu vous amener à faire cet engagement au 501e RCC, puis après à passer à CIR? Oui, non, je dois vous dire que tout se déroulait, je trouvais normalement. C'est pas des événements extérieurs qui m'ont poussé, ni l'adrénaline. Non, faut se remettre dans l'époque, c'est pas facile parce que quand vous avez 15 ans, en 1945, vous sortez de la guerre, vous avez envie de rire, de vous amuser, de faire le con comme la majorité des jeunes, hein, courir les filles. Bon, c'était pas original, c'était plutôt très original de réfléchir à ce qu'on pouvait faire en fonction d'événements extérieurs et en particulier de la politique de l'époque. Non, c'est venu naturellement. Et je ne l'ai jamais regretté. Bon, vous allez me dire, vous avez quitté l'armée volontairement. Oui, je vous expliquerai pourquoi. Oui, Ça, c'est une suite. c'est la... Bon, donc je suis c'est la- parti, je suis Et parti en 54 au début des votre, événements. juste à propos de votre passage à CIR et à la promotion, Oui. pouvez-vous nous parler un petit peu de ce un an en école d'application? Non, alors, CIR, c'est une école. Comme toutes les écoles, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui apprécient. Je ne garde pas de souvenirs
agréable de mon passage dans toutes ces écoles. Pourquoi? Parce que d'abord, à Cire, vous êtes considéré, comme on appelait ça, un bazar. La première année, vous êtes le bazar, c'est-à-dire l'homme dont tout le monde se fout et vous fait crapahuter dans la merde jusqu'au cou. Donc je ne pense pas qu'on puisse garder des bons souvenirs d'école. On a de bons copains, ça c'est sûr. C'est des souvenirs de jeunes qui ont envie de vivre et de se distraire. Le cadre de l'école ne permettait pas tout ça, donc on était... Vous voyez, il y avait, par exemple, dans le cadre de l'instruction, il y avait une séance d'équitation, on faisait du cheval, c'était obligatoire. Alors ça, c'était marrant parce que, comme c'était obligatoire, tout le monde devait y passer. Et il y a des gens qui n'aimaient pas le cheval. Ils faisaient un tour de piste et puis ils tombaient. On avait comment on appelait ça, un maître de manège qui était un commandant qui sortait de Saumur à l'époque. Et je vais vous dire que c'était sévère. Bref. Vos relations avec les cadres devaient être difficiles alors pendant cette scolarité. Elles étaient soumises à une discipline de fer, quoi. Par exemple, on était dans les couloirs à l'école. Quand un officier arrivait, il fallait qu'on se colle le long du mur, qu'on se mette au garde à vous et qu'on laisse passer. Mais bref, ça faisait partie sans doute de la formation militaire. Moi, j'en ai souffert, mais je ne le critique pas, parce que je pense qu'il fallait un peu nous casser, dans une certaine mesure, casser au moins ce qui nous restait d'une formation qui avait été très libre. Donc nous intégrer dans une fonction et un cadre dont on n'avait pas l'habitude. Alors ça, c'est vrai pour l'école, mais quand je suis parti la première fois en Algérie, en novembre 1954 avec ce bataillon, finalement, c'est mes parents qui pleuraient. C'est pas moi, j'étais heureux de partir. C'est pour vous dire que on appréciait les événements au fur et à mesure qu'on les vivait, et peut-être pas toujours comme il aurait fallu. Je suis parti en Algérie, j'étais sous-lieutenant, je commandais la section de mortier et la section d'appui du bataillon, et on est arrivé, on a débarqué à Alger en novembre 1954. À peine débarqué, on prenait le train, je vous montrerai des photos, on prenait le train pour Rolisane et on s'est installé dans un ancien fortin. Alors à l'époque, il n'y avait pas de rebelles en Oranie. Le chef de bataillon avait décidé de faire des sorties hebdomadaires pour d'abord assurer notre présence en Oranie et puis en même temps apporter un soutien, un réconfort moral aux Européens qui sentaient bien que la situation se détériorait. Et puis, ce qui est formidable, je dis bien, je parle de novembre 1954 à juin 1955. En juin 1955, le commandement décide qu'il allait rapatrier ce bataillon de marche qui avait été formé spécialement pour partir en Algérie. Je ne pense pas que le commandement sentait que la situation s'améliorait, mais il avait d'autres priorités. Et un beau jour, on a décidé, le bataillon de marche... De quelle priorité vous parlez? Je vais vous le dire, le bataillon de marche a donc été dissous, toute la troupe a été ventilée dans des unités d'Afrique du Nord, et tous les officiers et sous-officiers étaient rapatriés en France avec tout le matériel pour former un centre d'instruction à Dinan. Alors, on s'est retrouvé, moi je me suis retrouvé un beau matin au volant d'un GMC avec une remorque, il n'y avait plus de deuxième pompe. Et quand je dis deuxième pompe, c'est pas péjoratif, hein, c'est le terme qu'on utilise. Et on a embarqué tout le bataillon à Oran et on est remonté à Dinan pour former ce centre d'instruction. Quand je suis arrivé à Dinan, j'ai dit, moi je ne veux pas rester là, j'étais encore jeune, puis j'avais pris goût à partir, donc j'ai dit, je m'engage et je repars en Afrique. Et quelle était la mission à Dinan, la mission qui était prévue Pour ce un centre d'instruction, le nom le dit bien, c'était former des gens. Hein. Il y a des centres d'instruction aujourd'hui. Et les former pour l'armée métropolitaine ou pour après aller en Algérie? On ne parlait pas d'aller en Algérie. Vous savez, c'était la fin de la guerre d'Indochine. Moi, j'étais en application le jour de Dien Bien Phu. Ça, déjà, ça foutu un choc dans l'armée. Il faut bien le dire.
j'étais la première promotion d'officier qui arrivait à la fin de la guerre d'Indochine. Ça m'a foutu des complexes, comme beaucoup, hein. Ne pas faire l'Indochine, c'était comme si on trahissait une mission de l'armée française à l'époque. Bon, bref, donc on manquait de cadres partout dans l'armée, et en particulier en Afrique du Nord. Au début, c'était dur. Donc le bataillon dissous, moi je demande à repartir. Je dis, mais tiens, je vais repartir au tirailleur marocain au Maroc. Et puis, comme c'est bien de faire l'armée, vous demandez quelque chose, on vous donne autre chose. On m'affecte. Je suis reparti dans la foulée au 6e bataillon de chasseurs alpins à Bouira, en Kabylie. Moi, qui a horreur de la tarte, et moi qui n'avais jamais été chasseur alpin ni montagnard, je me retrouve à Bouira, où je suis arrivé un bon matin en 55. Je me présente au colonel, je dis, mon colonel, en principe c'était le 1er octobre 1955. J'ai dit, en principe, je suis lieutenant, mais c'est toujours pas passé, donc je suis toujours sous-lieutenant, et je connais pas les chasseurs alpins. Il me dit, ça tombe très bien, je vous donne la première compagnie. Non mais, c'était la crise de cadre dont je vous parle, hein. Vous aviez donc combien de chasseurs alpins sous vos ordres à ce moment-là et quelles étaient Une les compagnie, missions que vous... une compagnie, bon, je sais pas, il y a une compagnie à l'époque, je sais plus, c'était un peu plus de 100, quoi, hein. Mais, bon, alors, j'ai été affecté dans un... On m'a donné la responsabilité du sous-quartier de Maillot. Maillot, ça vous dit rien, mais à l'époque, il y a eu un aspirant Maillot qui a déserté en emportant un camion d'armes. Et Maillot venait de l'hôpital Maillot à Alger, qui était le grand hôpital d'Alger, comme vous diriez le Val-de-Grâce à Paris. Mais c'était un village où il s'est passé des choses quand même assez dures. Je me souviens, le bataillon était installé, vous savez, c'était... On n'avait pas de casernement, hein, il y en avait la moitié là, l'autre moitié ailleurs, et puis moi j'avais un espèce d'appartement, si on peut dire, il ne portait pas ce nom-là, mais au-dessus d'un café mort, je me souviens, dans la rue centrale de Maillot, qui était un petit village. Et il y avait une gendarmerie avec un chef et plusieurs gendarmes. Et un jour, une nuit, j'avais une ordonnance qui était un Marocain, un indigène, pas un Européen. Et une nuit, je suis réveillé, ça tirait de partout. Je dis à mon gars, tu te mets sur le balcon dans la direction de la rue qui monte, là, et moi je vais voir ce qui se passe à la gendarmerie, parce que ça naît de la gendarmerie. Je progresse d'arbre en arbre pour me mettre à l'abri, j'arrive là-bas. La gendarmerie avait été attaquée par l'extérieur pour libérer des gars qui étaient à l'intérieur. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé, mais tous ceux qui étaient à l'intérieur ont été tués, et il y a eu au total 18 morts cette nuit-là. Ça fait du bruit dans Landerneau, hein, je peux vous dire. Quels étaient après les... J'imagine que dans ce village de Maillot, il y avait aussi des pieds noirs ou ce Ah ben n'était bien que sûr. ce n'était que des Vous savez, populations indigènes qui étaient non, présentes? non, il y avait un administrateur adjoint, il y avait un pharmacien, bref, il y avait un certain nombre d'Européens. Et comment était la vie, vous, en tant que militaire, positionné dans cette ville, qu'étiez-vous, quelle était votre mission? Comment vous placez-vous vis-à-vis de la population indigène, des pieds noirs? Quelles étaient leurs relations entre eux? Alors, je crois que c'était une organisation classique. On était chargé de la sécurité déjà à l'intérieur de Maillot, bien sûr. Et puis, on nous rassemblait pour les grosses opérations extérieures, c'est-à-dire les autres compagnies se rejoignaient là sur le lieu de l'opération. Et puis, on exécutait les ordres qui venaient de l'extérieur. Vous avez dû avaler les kilomètres à ce moment-là, parce que Hein? vous avez dû avaler les kilomètres à ce moment-là, Oh oui, oui, mais c'était le boulot, quoi. parce que c'était des quadrillages d'Oued, et puis on y allait à pied, on remontait Oui, sur le oui, oui. buteau. À l'époque, il n'y avait pas, d'abord, il n'y avait pas d'hélicoptère, hein.
ou du moins s'il y en avait, ils étaient dans le Constantinois et il n'y en avait pas beaucoup. La grande époque des bananes n'était pas encore née. Mais à Maillot, après on s'est déplacé, le bataillon a fait marche sur Michelet, qui est plus dans Kabylie, un peu plus haut dans le bled. Et moi je me suis retrouvé dans vraiment un bled qui s'appelait Tizi Bouifed, avec ma compagnie. Et à Tizi Bouifed, on était dans une ancienne école. Il faut dire que l'État français avait construit des écoles en Kabylie pour les indigènes, et elles avaient toutes été détruites sauf une. Et j'étais installé dans cette école qui avait survécu, avec un lieutenant SAS, qu'on appelait des sections spéciales à l'époque, là, qui assurait un peu l'administration dans le secteur, et un toubib. Donc on était à Tizi Bouifed. Et à Tizi Bouifed, je l'ai raconté comment j'ai connu la latte. Vous l'avez lu, mon article, non? Vous pouvez le raconter, s'il vous plaît? Oui, mais je regarde ma montre parce que j'en ai des histoires à vous raconter et c'est long, hein. Et il me semble que c'est votre première rencontre avec l'hélicoptère. Oui, c'est dans cette occasion-là qu'un jour, bon, on avait un mouvement de terrain là, qui était, le poste était là, je ferai voir des photos, et à chaque fois qu'on voulait aller à Michelet qui était là, il fallait emprunter une piste qui était au pied de ce mouvement de terrain, et les FEL nous avaient bien repérés parce que ils nous bousillaient la piste chaque fois qu'ils le pouvaient, c'est-à-dire que quand on partait en opération, ou qu'on voulait aller à Michelet pour le ravitaillement, on se trouvait dans la piste était défoncée. Alors un jour, j'ai réuni tous les chefs de village du coin, je leur ai dit, écoutez, je ne vous demande pas de dénoncer qui que ce soit, je vous demande de me prévenir quand la piste est détériorée dans la portion de terrain qui est en face de votre commune. Et oui, chef, tout le monde était d'accord. Et puis, un beau jour, on sort, piste coupée, défoncée. Je convoque le chef du village qui était responsable et je lui dis, tu as manqué à ton honneur, tu as trahi la France puisque tu n'as pas respecté la mission pour laquelle tu t'étais engagé. Et chef, j'ai pas pu. Bon, enfin, les gars, vous savez ce que c'est. Et je lui dis, bon, bah, je te condamne d'abord à une amende. Je te condamne à 2 moutons d'Alain. C'est pour vous dire l'initiative. On prenait des initiatives. Aujourd'hui, j'irais en prison si je demandais ça. Alors, le gars vient. J'ai tout ça en image, en photo, hein. Le lendemain, le gars vient avec tous les responsables du village, enfin des gens du village, avec 2 moutons. On fait une cérémonie aux couleurs. Je fais descendre les couleurs. Je lui dis, tu embrasses le drapeau et tu demandes pardon à la France. Il a pris le drapeau, il a embrassé. Bravo, tout se passait bien. Le lendemain matin, j'apprends que ce brave Chibani, on dit Chibani, c'est des anciens, ce brave Chibani était retrouvé à l'entrée de son village égorgé. Alors ça fait du bruit. Moi, ça m'a fait de la peine parce que c'était un brave Chibani, comme si ça avait été mon grand-père. Et ça a été très dur. Et c'est à cette occasion que ça a débordé le cadre du poste, bien sûr. Le sous-préfet qui était à Tizi Ouzou avait été averti qu'il s'était passé, parce qu'on devait rendre compte de tout ça. Et le sous-préfet décide de venir dans mon poste pour m'entendre sur ce qui s'était passé. Il avait du temps à perdre, sans doute. On n'aurait pas fait 2 ans après. Il débarque un jour et j'entends pouet, 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 pouet. C'était un bel qui s'est posé à côté de mon poste. Ah, c'est une surprise, hein, parce que des hélicoptères, il n'y en avait pas dans le coin. Et on n'en voyait pas souvent. Et alors, le hasard a voulu que quelques jours après cette visite du sous-préfet, je reçois une note de service de mon bataillon disant la latte, qu'on a été à ses tout débuts, je ne sais même pas si ça s'appelait encore la latte, si sans doute, recherche des officiers volontaires pour servir dans la latte. J'avais ce souvenir de l'hélicoptère, j'étais déjà chasseur alpin, on montait déjà un peu haut, et puis en hélicoptère, on pouvait monter plus haut, hein. Alors je vais voir mon colonel, je lui dis, mon colonel, je voudrais bien m'inscrire suite à la note que vous savez, c'est une note de service qui n'aurait jamais dépassé un bataillon. Dans certaines unités, c'était trop la crise des cadres
pour qu'on autorise un des siens à partir en stage, surtout que les stages, ils allaient durer. Hein. Alors il me dit, mais l'abbé, tout ça je l'ai raconté. Hein. Il me dit, l'abbé, vous n'êtes pas bien au bataillon? Ben, on connaît le si, mais franchement, quitter les brodequins pour des bottes de vol, c'est quand même une aventure. Il a été très honnête, il a fait suivre ma demande, et puis, pof, j'ai été désigné pour passer d'abord la visite, comment on appelle ça, la visite d'aptitude. Ces visites, cette formation se déroulait en France ou en Algérie? La visite d'aptitude s'était passée en France, oui, ça se passait au Val-de-Grâce, je crois. À quelle époque à ce moment-là? C'était en 55. Début, attendez, que je réfléchisse bien, 54, 50, oui, c'était en 55. Et puis, je suis désigné pour suivre le stage, dont je vous donnerai les références. Et alors là, a commencé. Le stage se déroulait à Dax, qui venait de s'installer. C'est une piste en herbe encore. Et l'armée avait acheté le séminaire, mais on n'allait pas au séminaire, on était dans les baraques. On a commencé par le stage de présélection avion, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on nous a fait passer le brevet de pilote d'avion. Après ça, les gens ont été sélectionnés pour aller sur l'hélicoptère. C'était l'hélicoptère Bell à l'époque. Donc, j'ai fait le stage Bell. Après le stage Bell, j'ai fait le stage Westland qui se passait à Versailles. Et il y avait des éliminations toutes les semaines. Hein, et après le stage Westland à Versailles, j'ai été désigné pour suivre le stage Banane qui se passait au Luc. Combien de personnes il y avait dans le stage? Combien vous étiez de candidats dans le stage? On devait être j'ai la liste exacte, on devait être une vingtaine. Et de toutes armes? Ah oui, toutes les armes. Et alors, c'est là où je fais une critique, mais ce n'est pas une critique, je crois que c'était dû à la situation du moment. On a recruté des officiers sans tenir compte de leur grade, de leur âge. Alors, quand vous voyez un lieutenant avec un commandant, c'est pas le problème du stage qui posait les problèmes, mais c'est qu'après tous ces gens-là, on réclamait, le mot est trop fort, mais on voulait assumer des responsabilités correspondant à leur grade. Et vous savez, on constituait une arme, on ne connaissait pas ça dans le temps, dans l'armée de terre. Mais il faut d'abord être bon pilote pour commander une escadrille. Si vous êtes un mauvais pilote, vous n'aurez jamais l'autorité suffisante pour commander. Et à l'époque, on ignorait tout ça. Enfin, on ignorait. Du moins, on n'en tenait pas compte. Il fallait qu'on ait des bons hommes. Parce que le but était de faire les cadres des grandes formations hélicoptères. Ben, sans doute. Oui, c'était surtout recruter des gens qui pouvaient apporter quelque chose à la LAT, qui était en création. Alors, après le stage Banane au Luc, je suis rentré en Algérie. Donc, je suis arrivé au GH2. GH2, c'est groupe hélicoptère numéro 2. C'était une brillante unité commandée par un commandant qui avait une personnalité très forte, c'est le commandant Crespin. Alors, à propos de votre formation au Luc, est-ce que vous aviez des formateurs américains à ce moment-là? Oui, oui, j'ai eu des pilotes américains qui m'ont appris à piloter la banane. Oui. Alors, déjà, au volant de la banane, on n'était pas à l'aise quand on monte la première fois. Deuxièmement, c'était la première fois qu'on pilotait avec des casques. Et le gars d'à côté parlait pas un mot de français. Toutes les conditions étaient réunies pour faciliter la formation des gens. C'est là encore une connerie monumentale, mais on faisait avec ce qu'on avait. Ils étaient sympas, ces Américains. Mais moi, j'avais une connaissance scolaire de l'anglais à l'époque, hein, comme tous les jeunes. Hein, et je comprenais rien. En plus, on était traumatisés par la radio. Et puis en plus, on essayait de tenir la banane en stationnaire quand il fallait la tenir. Un jour, j'avais été voir le patron de stage, c'était un capitaine qui vit toujours, je crois, Dubourreau. Je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Capitaine Dubourreau. Oh, je crois qu'il vit toujours. Il doit vivre sur la Côte d'Azur. Mais il doit avoir pas loin de 100 ans. Hein. Et je lui dis, mon capitaine, j'aimerais faire un vol avec vous.
parce que j'y comprends rien avec l'Amérique. Alors on a fait, bon, tout s'est bien passé, j'ai été admis et je suis parti donc en Algérie comme breveté pilote H21. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était des engins particuliers. D'une part, c'était des moteurs à piston, un moteur de 9 cylindres en piston qui faisait 1425 chevaux. Et contrairement à l'armée de l'air qui avait des SICO, mais qui avait 100 chevaux de plus, nous, c'était la misère. On était en perte de puissance presque permanente à chaque fois qu'on faisait imposer en altitude et en température. Bon, je suis arrivé au GH2 commandé par Crespin. Crespin était une figure, je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Le Big. Le Big, oui. Tout le monde connaît le Big. Et la Crespin Air Force. Ah, la Crespin Air Force et tout ça. Il m'aimait bien, Crespin. Et c'est vrai. Alors j'ai entendu dire à propos de Crespin que c'était le Big était assez difficile à vivre. Un peu difficile. Ah, c'était le Big à tout point de vue. Hein. Une démarche de gorille. Non, mais moi je l'aimais bien parce que c'était un chef. Et on avait tous la pétoche. Hein. Je me souviens quand je suis arrivé, moi, je les avais toutes petites d'aller rencontrer Crespin dans son bureau. Hein. Il avait déjà une notoriété dans la latte. Il avait une notoriété dans la latte, oui, mais surtout au GH2 parce que c'était la grosse unité d'hélicoptères en Afrique du Nord. Hein. Et puis j'ai plein de trucs sur Crespin. C'était vraiment un ancien sous-œuvre qui avait brillé, qui s'était formé, qui avait fait le rallye automobile Paris-Alger. C'était vraiment un être exceptionnel. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur le oui, commandant Crespin? Mais faudrait que je vais vous terminer cette arrivée au GH2. Il y avait son second qui était le commandant Puy-Maubrun, que j'aimais bien aussi. C'était une figure, un original. Je vais vous donner un exemple de son originalité à Puy-Maubrun. Il venait en Europe, il venait en France pour les congés comme les autres. Il allait en Espagne et il passait la frontière espagnole clandestinement. Il ne voulait pas passer devant un douanier. Un douanier, un flic, un truc comme ça, c'était... Il ne pouvait pas les voir. Alors il allait en vacances en Espagne, il passait clandestinement la frontière. Mais lui aussi, je l'aimais beaucoup, on a volé ensemble. On a fait équipage ensemble pour piloter le général. Je dis ça parce que c'est quand même un signe de reconnaissance de compétence. Quand le général de Gaulle, il a fait plusieurs tournées, mais quand j'ai fait une tournée avec lui, et à Tellerma, j'avais été désigné pour piloter la banane VIP, ce qu'on appelait, qui aurait emmené le général de Gaulle. Et puis, l'armée de l'air qui accompagnait le général de Gaulle, et il faut rappeler aussi que le général de Gaulle était mieux comme une taupe, et en banane, il ne voyait rien. Donc il y avait une alouette, il a dit, moi je préfère prendre l'alouette, je l'ai en film tout ça, je préfère prendre l'alouette parce que j'y vais. Bon. Donc, il n'est pas monté dans ma banane. Et ça a été le grand regret de ma carrière, mais j'avais quand même été désigné comme pilote pour piloter de Gaulle. Alors, tout s'est bien passé. Vous savez, je suis resté 4 ans au GH2, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la relève possible. 4 ans au GH2, et quand j'ai été rapatrié en France en 61, j'ai été affecté au commandement de la latte à Issy-Moulineaux. Alors ça, c'était une autre aventure. Je n'avais jamais servi dans un état-major. Alors j'aimerais qu'on parle avant encore un peu de votre carrière au GH2 et de votre relation que vous pouviez avoir à ce moment-là. Enfin, Dupuy-Montbrun, le colonel Crespin, quel type de relation ils entretenaient entre eux? Entre qui? Entre le monsieur Dupuy-Montbrun et Crespin. Ils faisaient la paire, les deux? Ah oui, oui, oui. Je crois que Puy-Montbrun, qui était un original, c'est sûr, il a un fils qui est amiral. Je connais un général qui vient ici de temps en temps. Hein. Ils ne s'entendaient pas tous très bien dans la famille. Bref. Et par exemple, je sais que sur la base du GH2, il y avait aussi des hélicoptères de la marine qui étaient présents. Oui, oui, parce que pendant un certain temps, les bananes ont été affectées. Il y a eu des bananes affectées dans la marine. C'était ce qu'on appelait la 31F, qui était équipée de bananes.
Et ils ont stationné pendant un moment au GH2, donc on était tous rassemblés, toujours sous l'autorité de Crespin, qui était le patron de la base, hein, bien sûr. Puis après, ils sont partis en Oranie, et donc et je connaissais, j'avais fait le stage banane au Luc avec le patron des hélicoptères de la marine qui s'appelait Babot, un enseigne de vaisseau Babot. C'est une figure lui aussi, une figure coléreux, mais bon, il est mort maintenant, ils sont tous morts, je vous parle. Mais on avait fait le stage ensemble et on avait volé ensemble. Et je me souviens, j'étais au Luc, on s'entraînait à faire des approches sur un Python. Il n'arrivait pas, lui, à se poser, tu sais, à l'endroit précis où il fallait se mettre les roues. Il s'énervait, c'était un peu comme Crespin, quoi. D'ailleurs, il était patron après des hélicoptères de la marine. Mais tout s'est bien passé, mais on était au même massage, on a volé ensemble, etc. Donc Babot, je le connaissais bien, il est mort aussi. Et est-ce qu'avec l'armée de l'air aussi, vous aviez des liens avec les hélicoptères Moins parce que l'armée de l'air avait ses propres pilotes. Moi, j'avais un copain d'enfance qui était dans l'armée de l'air. Non, non, il n'était pas dans l'armée de l'air, il était dans la marine. Mais non, l'armée de l'air avait ses pilotes, sa formation. À l'époque, c'était pas tout ça. C'est venu progressivement entre les mains de la LAT, forment tous les pilotes aujourd'hui. Hein. J'ai bien là au départ. À l'époque, chaque armée formait ses pilotes. C'était pas rationnel, ils l'ont corrigé, c'est bien. Mais vos relations avec l'armée de l'air, vous en aviez au moment où vous étiez Ah à oui, Sétif bah, on avait le mess commun quand même, hein, à Sétif. Hein. Et nous, on avait des IPSA, ce qu'on appelait des infirmières parachutistes du service de santé des armées. Et il y en a au moins deux qui ont épousé des anciens pilotes aussi de l'armée de l'air. Moi, j'avais une IPSA, et Bonodo, elle avait épousé un lieutenant de l'armée de l'air. Et puis alors, à Sétif, il faut dire que je ne suis pas resté à Sétif tout le temps. Sétif, c'était la base arrière, mais j'ai eu le DIH de TBSA pendant un moment. De Le quand à DIH, quand hein? De quelle période à quelle période vous étiez à TBSA Oh, attendez, je me suis marié en 50, je suis parti en 58 pour me marier de TBSA, c'était dans cette période 57-58. C'était des détachements qui étaient un peu partout. Avant, j'avais été à Guelma. J'avais fait toute la campagne à Guelma avec le premier REP. D'accord. Premier REP, c'est le premier régiment étranger de parachutistes. Votre unité de rattachement, c'était le premier rêve, donc en fait vous ne transportiez que des gars du... Non, c'était pas une unité de rattachement, si vous voulez, c'était le client du coin, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire qu'on était affecté là parce que d'abord la région de Guelma était une région très sensible, proche de la frontière tunisienne, et tous les jours on était en opération. Alors le premier REP était, à l'époque, était commandé par le colonel Jean-Pierre, qui était un chef brillant. Malheureusement, il a été tué dans une alouette de mon escadrille. À l'époque, au cours d'une opération, un tireur a coupé la commande d'alimentation de Kero de la turbine et la turbine s'est foutue en carafe, donc plus de turbine. Le pilote s'est mis en autorotation, mais ils se sont vomis sur une pente qui était pas faite pour recevoir des hélicoptères. Ils ont été tués, Son pas tout de suite, indicatif, dans l'impact. son indicatif à Jean-Pierre, c'était Soleil, non Ah bah, Soleil, c'était non, Soleil, c'était l'expression du patron. Il m'a dit, Crespin était mon soleil, si vous voulez, hein, si je puis dire. Non, oui, il avait sans doute un indicatif, je ne me rappelle plus. Comme dans chaque opération, le patron avait un indicatif, oui. Mais soleil, c'est le terme qu'on utilise pour parler du grand patron du moment. J'ai été affecté après, j'ai été au PC Artois avec le général Schall. Mais là, j'étais comme officier à LAT, délégué auprès du général Schall, au PC Artois. Et je me souviens, Schall utilisait l'appareil pour monter en altitude le soir pour dialoguer directement avec Paris.
C'était au moment des grandes opérations. Oui, jumelles, étincelles, j'ai participé à toutes ces opérations. C'est pour vous dire que à l'époque, on avait la base centrale, ce qui était Sétif, et puis on était partout, et tous les jours. Vous savez, à l'époque, là aussi, les hélicoptères étaient destinés aux grandes opérations, et tous les jours, il y avait des grandes opérations, donc on n'arrêtait pas. Et les missions d'héliportage, Oui, il y en avait beaucoup qui, de quelle manière se déclinaient quels étaient vos rapports avec les paras qui allaient en soute, vous savez, le repérage de la ZA oui, du coup. d'abord, il fallait savoir où on décollait, où on allait se poser, et la charge qu'on pouvait prendre. Et généralement, ça se limitait à peu près à 10 bonshommes, alors que c'était un taxi qui aurait pu contenir le double. Mais compte tenu de la température et de l'altitude, les courbes de puissance, évidemment, se modifiaient. Ça se passait bien en général, sauf que ceux qui avaient la trouille, c'était ceux qui étaient transportés. Moi, ceux qui étaient aux commandes, ils sentaient l'appareil, on voyait bien si on allait pouvoir se poser ou pas. On sentait bien la puissance qui baissait au moment où il aurait fallu justement qu'on puisse en avoir pour se poser à un endroit précis. Alors, il fallait faire un renversement pour libérer la demande de puissance, reprendre des tours moteurs et des tours roteurs, puis recommencer à se présenter. Alors quand on loupait comme ça un premier... C'est pas qu'on loupait, c'est qu'on... La première approche sentait qu'elle n'allait pas se faire correctement. Et vous aviez la possibilité de remettre de la puissance et de partir Oui, mais alors, remettre de la puissance, ça voulait dire regagner des tours rotors. Parce qu'en fait, quand on manquait de puissance, on perdait des tours rotors. Et puis, si on perdait tous les tours, on se tuait. Donc, pour regagner des tours rotors, il fallait le pitch, vous savez, qu'on lève pour monter. On le mettait, hein, on se renversait justement pour ne demander aucune puissance. À ce moment-là, les tours roteurs remontaient, comme les tours moteurs d'ailleurs, c'est lié, hein, les deux aiguilles. Et à ce moment-là, quand on avait récupéré la puissance dont on avait besoin, on se représentait et on essayait de modifier la pente d'approche pour pouvoir se poser. Alors il faut dire qu'on ne nous attendait pas sur un tapis rouge, c'était des rochers. Des fois on pouvait pas se poser, donc il fallait rester en stationnaire au-dessus du point où les gars allaient sauter pour... À l'époque, est-ce qu'il y avait également un chef de soute, le rapport qu'il y avait Non. avec les paras, vous les transportiez, puis... Non, voilà. Quand on arrivait sur une opération, il y avait plusieurs appareils. L'équipage, c'était un pilote, un copilote et un mécano. Le mécano, lui, pendant toute l'opération, restait au sol, il préparait l'essence bon, il surveillait les impédimenta, etc. Et les troupes qui étaient transportées avaient leur chef d'équipe, oui, mais ça nous échappait complètement. On n'avait pas à s'immiscer dans le commandement des gars qu'on transportait. Et vous avez fait également des missions d'appui-feu. Les mammouths, notamment, présents. Oui, mais alors là, il y a eu deux choses. On a fait beaucoup d'expériences, d'abord d'armement de la banane. Là. On a équipé la banane aussi hein, pour faire des expériences. Mais c'est vrai qu'après, quand je commandais le DIH je me rappelle plus, mais pas GJL, c'était dans ce coin-là, j'avais en plus dans l'escadrille un mammouth de l'armée de l'air. Et chaque opération, quand on décollait la formation, plus le mammouth de l'armée de l'air. Et le mammouth était équipé, je crois, d'un canon de 20 en bâbord, par la porte, là. Donc il intervenait si on sentait que le lieu de posée était occupé. Oui, l'armée de l'air, on travaillait ensemble, il y avait pas question d'étiquette, de casquette ou l'autre, on s'entendait bien. J'ai toujours pensé que quand on est dans un cadre naturel et qu'on se consacre naturellement à sa mission, que le reste, ça compte pas. Il peut y avoir un général ou un deuxième pompe, on est tous solidaires hein, de la réussite. Alors on prenait soin de nos appareils parce que d'abord c'était notre sécurité qui était en cause. Et puis deuxième temps, il n'y en avait pas beaucoup, donc il ne fallait pas les casser. Et ça, Crespin, il veillait. Hein. Mais
on ne faisait pas d'acrobatie, on ne faisait pas de choses comme ça. On faisait des fois des petits décollages roulés, parce qu'on pouvait rouler en banane, ouais, ou décollier, ou roulier sur la roulette de nez comme ça. Puis à ce moment-là, on prenait de l'élan, donc ça soulageait pour le décollage. C'est pareil, quand on faisait un renversement pour se poser, c'était un peu de la frime. Vous étiez aussi en contact avec les autres hélicoptères, vous étiez en banane, mais il y avait également les jeans, les Alouettes 2 qui ont commencé à arriver à partir de la fin des Non, années alors, 80. les choses, moi je les ai vécues, ces choses-là. Donc je sais très bien qu'au début, non, il n'y avait pas d'Alouette. Elles sont arrivées effectivement assez vite. Et l'Alouette, on avait tendance à appeler ça l'Alouette de commandement, parce que quand vous étiez commandant d'escadrille, vous étiez dans votre banane, vous ne pouviez pas commander quoi que ce soit. Vous étiez aux commandes, il fallait déjà poser le taxi. Et l'Alouette a permis d'abord au commandant d'escadrille, au cours des opérations, de voler en Alouette avec un pilote, et derrière le commandant d'opération. Ce qui fait qu'on était l'un à côté de l'autre, le commandant d'opération. Alors, je peux vous dire aussi, ce qui n'avait pas été pris en compte et qu'on s'est aperçu à l'usage, c'est que les officiers commandants d'unités qu'on transportait n'avaient pas tous le cœur marin. Et j'en connais beaucoup qui ont été malades comme des chiens et incapables de commander quoi que ce soit. Hein. Bon, il y en a un qui m'a dégueulé dans la combinaison, là, à l'arrière, parce qu'on était à poil sous la combinaison. Hein. C'est pas de sa faute. Hein. Heureusement, il y avait un oued pas très loin. J'ai dit, on se pose et j'étais me rouler dans l'eau. C'est pas marrant quand un gars te dégueule dans le cou. Comment voulez-vous qu'un gars qui me dégueule dans le cou puisse avoir l'esprit sain pour commander une opération? Et bien souvent, moi, commandant l'escadrille, j'étais plus à même de donner des instructions, mais je m'en gardais bien, c'était pas mon rôle. Et vous étiez à un moment chef d'unité de votre escadrille? Fait? Chef d'unité, chef de l'escadrille. Oui, oui, j'ai commandé une escadrille. Oui, parce que ça n'existait pas au départ. Il n'y avait qu'une escadrille quand je suis arrivé au GH2. Les bananes, l'escadrille des bananes. C'était un bon copain aussi qui n'est pas là en photo, mais il est mort aussi. Et on était tous affectés à l'escadrille H21. Puis après, il s'est constitué des escadrilles, mais beaucoup plus tard. Par contre, il y avait ce qu'on appelait des DIH, c'était des détachements d'intervention hélicoptère. Et ça, j'en ai commandé plusieurs. C'était lié à un site géographique. Par exemple, j'étais à Tébessa, donc c'était lié au site géographique de Tébessa. Et on travaillait avec les unités locales pour éviter les grands déplacements. Quoi. Alors, il y en avait à Tébessa, il y en avait à Guelma, il y en avait un peu partout dans le Constantinople. Enfin, un peu partout, j'exagère. Il y en avait quelques-uns détachés. Le plus au sud, c'était Tébessa, je crois. Et comment se déroulait justement ce temps de commandement avec vos subalternes? Oui, chacun ayant son caractère, mais les gars acceptaient, il y avait un patron. J'ai eu quelques problèmes avec une IPSA parce que c'est pas facile. Le rapport aussi avec les IPSA qui étaient présentes, c'est quelque chose d'un peu nouveau qui avait été vu déjà un peu en Indochine, Oui. mais qui s'était généralisé. Mais comme j'avais pas fait l'Indochine, j'avais pas d'expérience. Bref, bon, j'ai passé 4 ans en GH2, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, je veux dire par là que j'étais nommé capitaine en 1960. En 1960, oui. Mais j'ai pas de photo de rien. J'ai reçu la Légion d'honneur en 1960 aussi. Et j'ai aucune photo. D'abord, on n'avait pas d'appareil photo, très peu. Et puis, je sais pas, on donne maintenant beaucoup plus d'importance. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Au cérémonial. Là-bas dans le bled, pas de cérémonial. Alors si, je me souviens de la prestation pour le départ de Crespin, parce que Crespin a quitté son commandement, c'est puis Maubrin qui l'a remplacé. Et ça a été dur pour les gens du GH2. Le soleil, Voilà. le soleil partait. Ça, il partait, oui. La ville d'unité
à Sétif ou alors au DIH, comment s'organisait-elle? Comme, Est-ce que comme vous aviez aussi des contacts avec les appelés du contingent et avec les harkis? on n'avait pas de... les harkis, on n'en avait pas. Nous, on avait des deuxièmes classes qui servaient comme aide mécanicien au GH2 et qui assuraient aussi la sécurité de la base et qui étaient commandés par un adjudant-chef. On appelait ça les commandos du GH2. Les commandos du GH2 qui ont connu une épopée un peu différente après, puisque il y a eu l'adjudant Robin commandé, je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. Ah non. Commandant, Pouvez-vous m'en dire plus? c'est lui qui était le commandant du GH2, le commandant du commando du GH2. Et puis il a fait le putsch. Il a participé au putsch alors, vous voulez dire. Et ça a été encore ça l'objet d'une aventure au commandement de la Latte, parce qu'un beau jour il s'est évadé de l'île où il était incarcéré, et il est venu traîner ses guettes autour du GH2, non, pardonnez-moi, du commandant de la Latte à Issy-Moulineaux, et il avait été pris contact avec une IPSA qui s'appelait Banzette. Je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose, non? Alors il faut que vous appreniez à connaître tous ces noms-là, parce que ça a vraiment marqué ça, la Latte. Et Banzette a eu je vais vous dire, je sais pas, elle a épousé après un lieutenant de Légion, elle est morte aussi. Son mari vit toujours. Là, Hein, allez-y, je vous en prie. oui, je reviens donc il est venu traîner ses guettes du côté du commandant de la Latte, et je crois qu'il savait qu'au commandement de la Latte, il y avait un ou deux bons pilotes, et je me demande s'il n'envisageait pas une évasion à la prison de la Santé. J'ai été convoqué à la sécurité militaire à l'époque. C'était Razi qui était chef d'état-major. Razi, ça vous dit quelque chose? Oui, si vous... Razi, c'était le seul polytechnicien que nous avions dans la Latte à l'époque. Hein. Aujourd'hui, il y en a peut-être plusieurs, j'en sais rien. Bref, moi j'aimais bien Razi, mais j'aimais bien aussi... il y avait une différence de grade, mais ils savaient qu'ils pouvaient compter sur nous, puis nous, on comptait sur eux. Bref, et quand j'ai été convoqué à la sécurité militaire, à côté des Invalides, le gars m'a reçu, c'était un capitaine, ou un commandant, il m'a reçu, il y avait le pistolet sur la table là, à l'époque. Hein. C'était pour vous dire une ambiance. Et il me dit en partant, il me dit surtout, hein, tout ce qu'on a dit entre nous, ça reste confidentiel. Quand je suis allé au commandement de la Latte, j'ai été voir Razi, je lui ai dit, voilà, je sors de la sécurité militaire, voilà ce qu'on m'a demandé, voilà ce que j'ai répondu. Ça en est resté là. Qu'est-ce qui s'était dit plus en avant dans cette conversation? Vous savez, on commençait à vivre une époque dans l'armée française que je ne souhaite pas que vous puissiez revivre un jour. C'est ceux qui étaient pour ou contre le putsch. Le putsch a fait du mal. D'abord, il n'a pas réussi. Et quand vous voyez des gars comme Salan, comme Jouot, hein, se laissent piéger dans un truc comme ça, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été un échec complet. Ils se sont barrés, ils ont été obligés d'aller se mettre à l'abri en Espagne. Là. Et alors, le premier rep et les unités qui travaillaient aussi avec, le premier rep était très putsch, il a fait le putsch. Il a perdu. Alors, on en a tous subi les conséquences et il y a eu de gros départs dans l'armée. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait 6 ans quand même au commandement de la Latte. Je vous dis, comme capitaine, j'ai commandé le 4e bureau. Aujourd'hui, c'est un colonel qui commande, pas moi. Mais je me posais la question, je ne vais pas rester là. Alors vous allez me dire, un gars qui a tout pour réussir dans l'armée, une carrière toute tracée, qu'est-ce qu'il va encore s'embarquer ailleurs? Ce que j'ai fait, j'ai dit, moi, dans ces conditions-là, je démissionne. Et je suis parti, avec des regrets, parce que j'aimais bien la Latte, mais vous savez, à l'époque, je vais vous dire, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. À l'époque, on me disait, pour passer au grade supérieur, et j'avais 6 ans de grade de capitaine, je méritais de passer commandant,
il fallait retourner dans son arme. Retourner dans son arme, c'était pour moi retourner dans l'infanterie. Qu'est-ce que j'allais foutre dans l'infanterie, dans une cour de quartier, à faire marcher des gars au pas? Je dis non, non. Ben oui, mais c'était la règle. Donc j'étais condamné, si je ne repartais pas dans mon arme, à rester capitaine. Ben, j'ai dit tant qu'à partir, je veux partir pour de bon. C'est pas un coup de tête, hein. J'ai réfléchi parce que j'ai fait 20 ans au groupe Saint-Gobain après avoir quitté l'armée, donc vous voyez, j'étais assez fidèle dans mes choix. Mais c'était quand même dur parce que j'avais une carrière toute tracée. J'aurais terminé général sans doute, mais j'avais toutes les qualifications. Et puis, à l'époque, c'était plus facile. C'était plus facile aussi de se reconvertir. Quel regard avez-vous sur la montée en puissance de la LAT que vous avez connue en Algérie? Aussi des 28 appareils présents. Attendez, c'est sans cesse. Elle n'arrête pas de croître et d'être efficace. Hein, parce que je vois bien, je suis à travers la presse, à travers des articles et à travers mes relations dans la LAT. Non, je dis aujourd'hui, les matériels, ils ont des matériels magnifiques. La seule chose qui m'inquiète, si je réfléchis sur le plan de l'utilisation tactique, c'est de dire qu'est-ce que donneraient les hélicoptères dans un conflit classique. C'est-à-dire un hélicoptère qui tire contre un autre. Ce qu'on n'a encore pas connu. On a failli connaître dans la guerre d'Irak, mais les Irakiens avaient évacué tous leurs hélicoptères avant le début de la bagarre. Ce qui fait qu'on n'a jamais vu des combats d'hélicoptères. Et ça, dans un conflit classique, un peu comme on concevait avant, je ne sais pas si on concevait, mais je veux dire que si on utilisait des hélicoptères contre des hélicoptères, je ne sais pas comment ça se passerait, mais l'hélicoptère est quand même un engin ultra fragile, plus que l'avion. En opération en Algérie, quel regard avez-vous porté aussi sur la place du danger? Vous savez, c'était pas notre souci, la place du danger. J'étais pas tous les matins, même et puis mes camarades pareil, à se dire, pourvu qu'on n'y reste pas, non? On faisait notre boulot. Alors, de temps en temps, il y a merde, il y a un mec qui n'a pas de peau, il se faisait flinguer, ou descendre, ou il loupait sa manœuvre, bref. Mais, j'allais dire, c'est des choses ça arrive toujours aux autres. Tant que ça ne vous arrive pas, vous n'y pensez pas. Hein. Vous avez fait des missions d'évacuation sanitaire aussi à chaque fin d'opération, on récupère les... Oui, j'en ai fait beaucoup. Ça m'a valu, en 1967, la médaille d'honneur du service de santé. Mais la médaille d'honneur du service de santé, je l'ai reçue il y a un an, oui. Donc, vous voyez, quand j'ai quitté l'armée, on a dû foutre au panier tout ce qui me concernait, enfin, au point de vue... C'était la règle, on ne donnait plus de décoration ni rien. Super. Bon, je suis parti, j'ai pas réclamé. Hein. Est-ce que vous avez fait aussi des vols de nuit? Ah oui, beaucoup. Avec sans appareil de vision nocturne? Il n'y avait rien. J'ai fait le premier stage VSV à Belle-Abbesse. Ça consistait à mettre des panneaux rouges, je crois, sur la bulle, vous voyez, et ce qui fait, pour nous, c'était tout noir à l'intérieur. Et là, on faisait de l'entraînement au vol aux instruments. C'est-à-dire qu'on ne pilotait qu'en fonction des indications fournies par les instruments. J'ai fait le premier stage, on était 2 lieutenants. Il n'y avait pas de ligne traîneur, on n'avait rien, donc c'était sur le tas qu'on apprenait le métier. Alors, je pense que ça donnait peut-être de bons résultats, puisque ça s'est poursuivi. Puis Vous avez mis en pratique justement alors ce stage hein? Vous avez pu mettre en pratique ce stage, ce que vous avez appris pendant ce stage? Je n'ai jamais fait de mission aux instruments. Donc aucune mission de nuit? Non, des missions de nuit j'en ai fait, mais la nuit vous voyez. Et vous avez toujours un repère, une lumière, la lune, le soleil, pas le soleil, mais la nuit vous repérez. Une nuit, j'ai fait des vols par nuit noire, vous faites attention. Mais il faut dire qu'on avait un taxi, quand de nuit, il crachait des flammes d'un mètre comme ça derrière les pots d'échappement qui étaient à l'arrière. Et c'était un moyen de se faire repérer facilement. Mais si, j'ai fait des missions de nuit, des fois difficiles, sans grande visibilité, mais jamais aux instruments. C'est de la folie de dire qu'on allait voler aux instruments à travers les nuages. À l'époque, c'était de la folie.
Bon, les taxis n'avaient pas été faits pour ça. C'était des missions qui concernaient Bon, généralement, de nuit, c'était des évacuations sanitaires. Généralement, ou des mises en place de très bonne heure l'hiver, là, il faisait encore nuit quand on décollait. Et donc vous preniez aussi des blessés indistinctement, qu'ils soient français, harkis, Vous savez, avec, j'ai eu dernièrement, on me l'a remise enfin, la médaille d'honneur du service de santé. Mon ami était présent et j'ai voulu raconter, parce que c'était des civils qui étaient là, qui ne connaissaient ni la lettre ni rien, j'ai voulu prendre un exemple où j'y risquais d'être plus attentif. Les militaires, j'en ai évacué. Mais là, j'ai été missionné une nuit pour aller chercher quelqu'un. Je ne sais pas, mais on décolle de Sétif, à bord un copilote, un mécanicien, une infirmière, et on part à destination du lieu qui avait été fixé. Donc c'était, je me mets en liaison avec le radar qui se trouvait à Beaune, et le gars me dit montez un peu. Je dis écoutez, je ne peux pas monter parce qu'on est dans la crasse. Et c'est vrai que je n'allais pas faire du VSV involontairement. On est resté sous la crasse. Et puis quand je suis arrivé, heureusement, les gars m'ont aperçu, ils ont commencé à bandouiller leur projecteur pour me faire signe que c'était là. Et c'est toi qui éteins là. Voilà. Et il s'agissait d'évacuer une femme qui allait accoucher, qui avait des difficultés. Le chef de poste avait demandé son évacuation. Pour vous dire, on a été 2 nuits avec je le dis, je raconte ça aussi. Parce que c'était... Et j'ai pris cet exemple pour le raconter le jour où on m'a remis la médaille, pour que les gens comprennent bien qu'on n'a pas fait que des missions de guerre. On a fait des missions, j'ai même les soirs de Noël à distribuer des jouets dans des postes isolés, ouais, des trucs comme ça. Ah oui, c'était normal qu'on puisse. il y avait un côté un peu mission civique, de soutien aux populations, de soutien aux... Alors, vous utilisez des termes qui sont trop civilisés pour l'époque. À l'époque, on avait des missions, point. Quelle que soit la mission, il fallait la faire. Alors on ne nous demandait pas la couleur des cheveux des gars qu'on transportait ou s'ils étaient bien ou pas bien. On intervenait partout où le commandement nous demandait d'aller. C'est ça. On n'avait pas le choix. Hein. On n'avait pas à dire ah ben non, cette unité-là ne me plaît pas, je ne veux pas y aller. Il fallait le faire. En fait. Pour vous dire que ce genre de questions ne se posait pas. Si on était en mission, point, on allait en mission, et on faisait ce qu'on nous demandait. Plus ou moins bien sans doute, mais on le faisait. Oui, mais en revanche, vous aviez le droit aussi de vous dire que telle mission pouvait être moins intéressante qu'une autre, d'autres étaient... Vous savez, on était moyennement intelligent comme toujours, mais suffisamment intelligent pour être au moins aussi intelligent que celui qui commandait l'opération. On avait l'avantage d'avoir une vue synoptique, là, je veux dire, on dominait la situation, donc on se rendait compte de ce qu'il fallait faire ou pas faire. Hein. N'importe qui l'aurait fait à notre place. Non, je reviens sur un défaut de l'époque, mais c'était pas un défaut, c'était une conséquence du manque de formation. Les chefs d'unité n'étaient pas habitués à voler en hélicoptère. Et beaucoup de chefs d'unité, je parle de hauts gradés, de colonels, perdaient leurs moyens une fois en hélicoptère parce qu'on était obligé de faire des configurations. Nous, ça ne nous faisait rien. Mais celui qui était derrière, pour la première fois, c'était pas facile. Hein. Alors, j'estime que dans ces moments-là, je suis certain que ceux qui étaient malades, ils n'avaient pas la capacité de commander une opération. Souvent, c'est les gars au sol, d'ailleurs, hein, qui se commandaient. Hein. Ils savaient où fallait la mission. Quel regard avez-vous porté? Que pensez-vous de votre adversaire? De l'adversaire, de ses modes d'action? Ben, vous savez, on avait un gros avantage sur l'adversaire, c'est que l'adversaire n'avait ni aviation, ni artillerie. Et quand vous n'avez pas d'aviation, pas d'artillerie, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, hein, il réclame à corps et à cri des avions. Il a de l'artillerie, mais il n'a pas d'avion. Or, quand vous n'avez ni avion ni artillerie, vous n'avez pas de
vous êtes quand même soumis au tir de votre adversaire. Je, je vais vous dire une chose, il y avait le fameux barrage de frontière tout le long de la frontière tunisienne. Et je crois que les Fels qui venaient de Tunisie, c'était la paille aux fesses qui passait la frontière. Parce qu'ils avaient la trouille. Ils savaient très bien que d'abord, à peine abordé le barrage électrifié, à peine ils étaient déjà détectés. Et aussitôt, il y avait des tirs d'artillerie qui leur arrivaient sur la gueule. En plus, il fallait qu'ils franchissent le barrage électrifié. Je me mets à leur place, hein, ça ne devait pas être drôle. Et quand ils passaient, quand ils réussissaient à passer, comme c'était le cas en 58 dans la région de Guelma, là, Soukaras, ce qu'on a appelé la bataille de Soukaras. Moi, j'ai participé à toute cette opération. Je peux vous dire que ça fait des morts parce que ils ont réussi à passer, mais ils se sont fait éliminer de l'autre côté. Mais c'était une grande opération d'envergure sur une nuit où plusieurs Katiba avaient passé la ligne Maurice, plusieurs ont reflué devant le barrage électrique et certaines ont réussi à passer, dont une qui a réussi à s'infiltrer et qui a, je crois, attaqué un poste qui se trouvait juste au sud d'un aérodrome, d'un DIH ou d'un peloton avion. Au sud de Soukaras. Et c'est en fait, ils se sont rendus compte à côté de l'aérodrome de Soukaras, au moment d'un décollage qui se faisait tirer dessus, que c'était à cet endroit-là qu'il se trouvait donc la Katiba. Et c'était je crois, une unité d'élite avec les meilleurs cadres de sans doute, je ne sais pas si c'était l'armée ALN qui était présente à cet endroit-là. C'était ou le 9e RCP ou le premier F, je ne sais pas. Je me souviens d'une chose, c'est que à Soukaras, une nuit, je suis parti de nuit à Bougie, Beaune, pour chercher des chirurgiens. Parce qu'il fallait opérer, tous les gars, ils étaient débordés sur place. Hein. Ça avait fait des dégâts là. D'ailleurs, il y a eu un premier héliportage sur la Katiba qui est tombé dans une embuscade. Ah oui, mais ça c'est autre chose. C'est une autre opération. Ça. Oui, c'était une escadrille du GH2 d'ailleurs. C'est une cinquantaine de légionnaires au tapis en l'espace d'une matinée. Et le temps que puisse intervenir. Oui, je l'ai. Effectivement, on ne gagne pas tous les coups comme dit l'autre, mais malgré tous les moyens qu'on a, les Fels étaient des combattants quand même. Hein. Le problème, c'est qu'ils terrorisaient les populations locales. Alors, on parlait tout à l'heure de mes débuts à côté de Guelma, à Mayo. J'étais bien avec tous les Arabes du coin. N'empêche que quand il y avait une consigne, la grève de la distribution demain, les Arabes avaient décidé de fermer tous les magasins. Et ce jour-là, j'étais donc à Mayo, je vais sur la place du marché, je vois personne. Ça veut dire qu'ils sont vite revenus. Ça a été traité localement partout, mais ils répondaient au mot d'ordre. Donc, il ne fallait pas quand même... C'était des populations qui paraissaient... Moi, j'avais des relations amicales avec tous, mais je savais bien qu'ils obéiraient à ce qui leur viendrait de l'extérieur, pas à moi, le jour où ils auraient le choix entre les deux. Hein. Vous aviez aussi des contacts avec les Pieds Noirs? Ah oui, beaucoup. Oui. J'étais très copain avec l'administrateur au camp. Il s'appelait Christophanie, l'administrateur. Son adjoint s'appelait Ocamp. Il y avait un pharmacien aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait encore puis des colons, bien sûr. Mais oui. Mais d'abord, il fallait qu'on ait de bons rapports avec eux. Parce que je vais vous dire, quand je partais en opération à Mayo, c'était les civils qui gardaient le village. Hein. On avait organisé une section de renfort faite à partir des civils. Et parce que nous, quand on partait en opération, il fallait que toute la compagnie parte pour rejoindre le bataillon qui allait agir ailleurs. Vous aviez formé une sorte de garde nationale? Oui, c'est vrai. Ils connaissaient bien le coin, hein, et puis les points d'appui, on avait fait des petits fortins, évidemment, parce que ce qui était à remarquer, c'est que l'information, malheureusement, elle débordait vite le cadre où elle aurait dû être limitée. Les Fels savaient qu'on devait se déplacer.
Alors ils auraient choisi ce moment-là pour attaquer. Bon. Mais si on avait bien organisé la défense de la commune, il n'y avait aucun risque. Qu'ils viennent. Ouais. Il n'y a pas eu de tentative de sabotage au GH2 aussi ou de Pas au intrusion, GH2, mais moi j'ai vu des parents, quand j'étais à Maillot toujours, une nuit sans nuit, ils ont coupé tous les oliviers. Il y avait une grande plantation d'oliviers, ils avaient tout coupé les oliviers à ça du sol. Ça faisait partie de leur méthode. Là. Oranger, olivier, tout ça, ils y ont tous passé hein, à l'époque. Ouais. J'imagine que la population locale devait se trouver vraiment entre deux feux, entre l'armée française d'un côté. Alors, la population locale, c'est sûr, parce qu'ils étaient terrorisés par la pression qu'exerçaient les Feuilles sur eux-mêmes, et puis terrorisés par l'armée française qui venait en représailles. Ils n'avaient pas le choix, mais ce n'était pas une situation facile pour eux. Vous savez, en Indochine, on a connu la même chose. Hein. Vous avez vu des représailles de l'armée française, de la manière dont ça s'est pu se dérouler? Des représailles. Moi, oui, il y a eu une grosse opération, j'étais à Guelma à l'époque, en 1956, oui. Il y a eu toute une section qui s'est fait détruire dans la région de Palestro. Palestro, c'était des gorges, et c'était la route de Palestro menait à Alger. Donc c'était un point de passage obligé qu'on a après protégé parce qu'on pouvait circuler qu'en convoi. Au moment des vacances, les enfants qui revenaient d'Alger. Bref. Et là, il y a une section qui est tombée dans une embuscade. Ils ont tous été tués. Il y a eu 17 ou 18 morts, je ne me rappelle plus. Bon, bah oui, on ne peut pas gagner tout le temps. Mais je crois qu'il fallait... Vous voyez, quand j'étais en Kabylie, à Tizi Bouifet, dans mon poste, je l'ai remarqué après, mais pas sur le coup. Je vous dis, quand j'envoyais une équipe par la piste pour aller à Michelet, j'envoyais une piste sur la crête pour assurer la protection de ceux qui étaient sur la piste. Et les Fels, ils voyaient aussi bien que moi. Ils observaient. Et ils n'étaient pas cons, voilà ce qu'ils ont fait. Quand ils ont vu que j'envoyais une section de protection par la crête, ils ont miné toute la crête. Et j'ai eu mon premier voltigeur tué en progressant sur la crête. Et là, on a découvert qu'effectivement, ils avaient compris notre manège et ils nous avaient baisé sur la crête. Bon. C'était un adversaire réactif Oui, mais ils étaient sans doute de bons combattants. Les attentats, les choses comme ça. Nous, on ne tuait pas. On tuait pas. Quand je dis on ne tuait pas, je veux dire par là, eux, ils égorgeaient déjà. C'était une façon de tuer horrible, mais ils égorgeaient quand ils... Il y avait des tracts du FLN Oui, de temps en temps, ils s'en balançaient, oui, ils en avaient, mais enfin, c'était pour... Ils n'avaient pas beaucoup de moyens quand même non plus pour... Comment avez-vous vécu la journée des barricades en 1958 et le passage par la suite, le retour du général de Gaulle à l'Élysée et l'annonce que l'Algérie pouvait rester française jusqu'à 1960 où finalement on voit bien que la pente se dirige vers une Algérie algérienne. Bon, d'abord, il y a deux choses. Il faut quand même admettre que De Gaulle avait une auréole qui trouvait toute sa place au moment de ces événements. Il faut dire qu'à l'époque, on changeait de gouvernement tous les 6 mois, et c'est pas moins même, et ça se succédait, et tout le monde en avait marre. Le retour de De Gaulle, c'était en même temps le retour à une stabilité politique. Ça, c'est le premier point. Mais c'est important parce que moi, je me souviens, j'étais à Alger le jour où De Gaulle est venu et a dit « Je vous ai compris ». Bon, ça, on a fait une légende, un roman feuilleton et tout ce qu'on voudra. Mais il y avait des gens du bled qui étaient venus aussi. Alors là, on avait forcé la dose parce qu'on avait, avec des camions, rapatrié des gens qui sont venus pour manifester leur sympathie. Pas leur hostilité, leur sympathie. Bon, il y avait à côté de De Gaulle, il y avait Chasles, pas Chasles, si, il y avait Chasles et Salan surtout, qui était quand même un grand chef militaire qui avait fait... Et puis, la journée des barricades, tout ça, ça commençait à tourner mal.
sais pas ce qu'il faut en penser aujourd'hui même, parce que je dirais que souvent, enfin, je pense à un mouvement de foule n'est pas programmé. Il se déroule spontanément. Et ça peut prendre de l'ampleur, et ça peut être grave, et ça peut être dangereux, ça peut être tout ce que vous voudrez. C'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Euh, les Algérois, et toutes les... Il faut dire que des gars comme moi qui avaient passé 7 ans en Algérie, on s'était attaché à l'Algérie. J'aurais voulu être pas algérien, mais j'étais attaché au pays. Et quand j'en parle avec mon ami à Saint-Cy, lui est né à Alger, et sa femme aussi, il est général quand même, il a fait patron des renseignements, il a fait une très belle carrière militaire. Mais il me raconte, et je comprends. La première année que je suis arrivé en Algérie, je vous l'ai dit en novembre 54, à Rolisane, pour Noël Rolisane, les Algériens de Rolisane avaient envoyé à toutes nos familles des caisses d'oranges. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais les oranges, elles sont bonnes en Algérie, hein, je le dis. Oui. Donc aujourd'hui, le pot des généraux, en 1962, c'est l'indépendance algérienne, les accords d'Évian. Vous êtes déjà retourné en France à ce moment-là? Je suis rentré en France. À cette époque, j'ai été désigné pour faire le stage des commandants de compagnie à Saint-Mexan. Quand on est nommé capitaine, avant ou après, il fallait faire un stage à Saint-Mexan. J'étais à Saint-Mexan le jour du putsch, avec des camarades du premier rep. Il y avait une chanson qui était très à la mode à l'époque, vous la connaissez sans doute, non, rien oui, de rien, non, je ne regrette rien. D'Edith Piaf, bien sûr. Et Edith Piaf. Oui. Que la Légion chantait. Ouais. Ça nous a beaucoup marqué tout ça. Hein. Mais je reconnais que j'étais pas à Alger le jour du putsch. Alors je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Ayant été en Algérie à ce moment-là, est-ce que des gendarmes ou des services sont venus vous voir au moment du putsch pour... Vous savez, moi j'ai un bon camarade de promo qui vit encore, qui doit venir me voir, mais il est indisponible physiquement. Sinon, j'aurais même voulu qu'il soit là aujourd'hui, ça aurait été bien. Qui a fait le putsch, il est tout premier rep, c'est un ancien officier du rep, qui était ma promo, et qui a fait le putsch. Il a été cassé, il a été incarcéré, et c'est le règne de Mitterrand qui les a réhabilités. Il a fait une belle carrière civile, parce qu'il a été obligé de quitter l'armée. Mais tous ces gens-là ont vécu. Alors, tout à l'heure, je disais, des gens comme Salan, ils n'étaient quand même pas des gamins. Chal non plus, Jouot non plus. Moi, jeune lieutenant, j'aurais suivi les yeux fermés. Mais enfin, je pouvais encore me faire pardonner en disant, il était jeune. Mais Jouot, Salan, c'est des gens qui avaient fait déjà leur carrière. Qui après se sont investis... Ils ont complètement épousé la théorie de l'Algérie française. Quand on voit, je vous dirais qu'aujourd'hui, je ne sais pas si des gens défendraient l'association d'Algérie à la France, c'est-à-dire d'élargir la France à l'Algérie. Parce que d'abord, on a des problèmes de population qui se poseraient très vite. Les Algériens ont eu des problèmes. La preuve, depuis qu'ils sont libérés, depuis qu'on a quitté l'Algérie, ils n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule. Un peu moins maintenant, mais c'est pas encore fini. Bon, c'est dommage, c'est un peuple effectivement qui revendique son indépendance. Ben oui, est-ce qu'on peut être contre ça? C'est naturel qu'un peuple veuille se battre pour conquérir son indépendance. Mais il n'était pas question pour la France d'abandonner tout son empire colonial. C'était la débâcle partout. On venait de perdre l'Indochine, on allait perdre l'Algérie. Bon, je ne savais plus ce qu'on avait à perdre, hein, mais c'était pas la gloire. En Algérie aussi, on l'avait gardée, enfin De Gaulle souhaitait la garder le temps qu'on puisse faire la bombe. Non, ça, je ne suis pas d'accord là. C'est justement la gros reproche que je fais à De Gaulle, c'est que De Gaulle aurait pu négocier le retrait de la France en Algérie
en pensant d'abord à sauver tous les Français d'Algérie. Or, il ne l'a pas fait. Les Français d'Algérie sont partis avec un petit sac, des fois haïs en passant à Marseille, où on les a envoyés après dans le Nord. Non, là, De Gaulle a failli à cette mission-là, où il ne l'a pas senti, où il n'a pas voulu l'exercer, j'en sais rien. Mais il aurait dû au moins dire oui, on vous laisse Algérie, mais mettre une condition qui aurait permis aux Français d'Algérie soit de vendre leur propriété, soit de pouvoir partir en emportant tout ce qu'ils avaient envie d'emporter. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, il y a des scènes affreuses. Les harkis également qui ont été... Hein? Les harkis également, les supplétifs de l'armée française en Algérie qui ont été... Ah oui, mais alors là, vous abordez le problème des harkis. Ça a été une catastrophe parce qu'effectivement, il y avait des harkis qui semblaient favorables à la France. Je vous dirais, ils étaient favorables à la force. Quand la force était à gauche, ils étaient à gauche. Quand la force était à droite, ils étaient à droite. Je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense que les Algériens qui étaient aux côtés de la France avaient de bonnes raisons de l'être à l'époque, parce que le secteur était relativement calme, etc. Mais ils auraient pu être contre la France s'ils avaient été ailleurs. Les Algériens revendiquer leur indépendance, ça c'est une chose que je comprends et que j'admets. Mais après, bon, ça s'est déroulé avec des drames partout, à gauche comme à droite. Bien sûr, bien sûr. Et à propos des essais nucléaires, parce qu'également De Gaulle avait conservé aussi une partie de l'Algérie. En Algérie, on avait quand même le pétrole et on avait les essais nucléaires. D'ailleurs, Razi qui a été patron après. Exactement, des hélicoptères de GH2 ont été déployés. Oui, à Reagan. C'était dans l'ordre normal des choses. Hein. On faisait nos essais nucléaires. Moi, je dis la bombe atomique nous a peut-être déjà évité plusieurs conflits. Et on voit bien aujourd'hui les Russes. Ils menacent, mais ils n'attirent pas encore. Est-ce qu'ils l'attireront un jour? Ça, c'est pas une certitude. Hein. Est-ce que vous aviez connu au GH2 le pilote Claude Hutto? Comment? Claude Hutto, qui a également piloté des hélicoptères à Reagan. Ah non, parce que ça, j'étais parti. Là, moi, je connaissais, il y avait un lieutenant qui connaissait le détachement, c'est Revel, qui vit encore, lui. Non, à Reagan, moi, j'ai pas participé à Reagan. J'étais parti déjà. Après 60, hein, c'était en 61, ça passait même. Alors, est-ce que vous saviez également que chaque année s'organisait en Terre Adélie, en Antarctique, une expédition polaire? Oui, parce que je pourrais vous montrer même un message. J'étais en permission quand on m'a envoyé un télégramme. Êtes-vous volontaire pour partir en Terre Adélie? J'ai répondu oui, je suis volontaire pour partir en Terre Adélie. Non, je vais vous dire une chose, c'est que ce jour-là, l'armée de l'air aussi voulait aller en Terre Adélie. Et ça a été l'année où la mission qui incombait à l'armée de terre est passée à l'armée de l'air. Ça m'a passé sous le pied à peu de jours près. Hein. J'étais volontaire, je l'ai écrit et j'ai le message et tout. J'étais volontaire par la Terre Adélie parce que je trouvais que c'était une expérience surtout avec Émile Victor. À l'époque, c'était l'époque où c'était la gloire là-bas. Enfin, la gloire, je veux dire, on découvrait. Je devais partir avec deux alouettes. Alors, c'était des jeans. L'armée de terre ne voulait pas envoyer d'Alouette 2. C'est l'expédition polaire a demandé des Alouettes 2. Et l'armée de terre a dit qu'ils n'auraient pas d'Alouette 2, ils auraient des jeans et ils s'en contenteraient. Connerie, encore. Je sais pas. Alors, à l'époque, sans doute qu'à l'époque en Algérie, à cause de la crise du matériel, il en fallait toujours plus. Et pour accompagner cette montée en puissance, ils ne pouvaient peut-être pas se permettre de déployer d'Alouettes pour des missions polaires. Le jean, c'est pas un appareil facile, hein, bien que petit et tout. Mais c'est l'Alouette, quand on a connu l'Alouette, ça, c'est le premier appareil avec une turbine qui arrivait chez nous. Déjà, c'est une sécurité supplémentaire. Parce que les moteurs pistons, c'est bien, mais vous savez, vous aviez les deux aiguilles au tableau de bord,
des rotors et du moteur qui devaient se Surgaucher. chevaucher. Et quand les aiguilles commençaient à faire ça, on écoutait. On se dit, qu'est-ce qu'il a? C'est le moteur ou c'est un piston? C'est quoi? Mais à force, on ne connaissait pas de turbine, hein, à force, on vivait l'appareil, on le sentait. Et c'est ce que... Moi, j'aimais beaucoup la musique. Je crois qu'une oreille sensible, justement, pouvait faire un bon pilote. Parce qu'il faut savoir entendre la mécanique. Et la mécanique, elle ne travaille pas. Hein. Si vous avez un cylindre qui déconne, ça se sent tout de suite. La turbine, c'était régulier. Vous la foutiez en route, ça tournait. C'était pour nous une sécurité, la turbine. Moi, je ne l'ai pas pratiquée. Qu'au commandement de la latte, où on avait la chance d'avoir deux Alouettes 2. Donc justement, après votre carrière donc en Algérie, vous retournez en France, vous servez à Issy-les-Moulineaux au Comalat. J'imagine aussi que ça a dû être un soulagement pour votre famille, vos parents, forcément. Et puis votre femme. Forcément, je m'étais marié, j'étais en Algérie quand je me suis, enfin en permission en France. Je suis marié en 58 et je suis rentré en 61. C'est vrai, parce que j'ai jamais eu... Vous savez, à l'époque, je défendais une théorie peut-être un peu égoïste, mais j'aurais voulu que les officiers n'aient pas le droit de se marier, au moins jusqu'à un certain âge. Parce que j'estimais qu'un officier marié, que j'avais bien connu, j'ai connu en Algérie, perdait un petit peu de leurs moyens, alors ça va faire bondir. Je veux pas dire qu'ils perdaient tous leurs moyens, loin de là, mais ils étaient soucieux de leur famille, soit parce que la famille était en France, soit parce que la famille était sur place en Algérie et courait des risques en Algérie. Moi, j'ai connu un capitaine qui a été mon patron à la compagnie à laquelle j'appartenais quand j'étais à Sire. Il était en Indochine. Il était en Indochine quand il a appris que sa femme s'était tuée en voiture avec son amant. Vous voyez ce que ça peut faire quand même sur le moral d'un homme. Ça m'est resté longtemps à l'esprit, cette chose-là. Et je dis, j'aurais souffert si ça avait été mon cas, moi, j'aurais souffert. Parce que... Mais d'un autre côté, je comprends que les femmes qui se trouvaient séparées de leur mari, parce que l'Indochine, ça a été aussi, il faut bien le reconnaître, pour les êtres humains métropolitains, un pays où il s'est fait séduire par que ce soit les Tonkinoises ou les autres, et qu'il s'est passé là-bas des choses, mais c'était des distractions plus. Tandis que là, ce capitaine qui apprend que sa femme s'est tuée en voiture avec son amant, ça a dû être dur. Hein. Ça a dû être très dur. Et donc, quand vous êtes rentré, vous avec vos parents, votre famille, vous avez déjà des enfants à ce moment-là? J'avais que 2 garçons. Le troisième est né en France en 71. D'accord. Jérôme. Oui, je les ai tous les 3 en photo là. Toute la famille est là. Ça, c'est ma première arrière-petite-fille. Et là, c'est toute la famille à Noël dernier, là. Mais mes enfants, ils ne m'ont pas connu militaire pratiquement, parce que je suis quitté en 61. L'aîné avait 1 an, vous voyez. D'accord. Et les autres n'étaient pas nés encore. À votre retour, est-ce que vous aviez... vous étiez encore avec vos camarades du GH2? Comment le GH2, quand il est revenu, il a été divisé en... Attendez, moi j'ai quitté l'armée, donc j'ai quitté l'armée en 67. Les unités étaient pratiquement toutes rapatriées d'Afrique du Nord. Oui. À cette époque-là. Oui. Mais vous étiez à ce moment-là ici les Moulineaux, alors que vos camarades ont été envoyés après dans les groupements d'aviation légère de division. Oui, qui sont créés un peu partout. Oui. Un peu partout. Oui. Bon, j'ai connu les Galdives d'Allemagne, parce que j'allais périodiquement dans les Galdives d'Allemagne, là, le Galdiv 1, le Galdiv 2. Mais après, bon, puis à Paris-Joly, j'ai quitté... Vous avez quitté la latte au moment où le général Navlès et... J'ai porté sa dépouille mortelle. Je m'en souviens.
On avait fait une cérémonie au commandement de la latte. Et j'ai porté. Navelet était un homme type bien. Et j'avais aussi un autre camarade qui s'appelait Chaudseul et Berlandier, qui étaient deux copains. Et ils ont tous été tués dans l'accident du Broussard. Bon, ça arrive, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais ça nous a marqué, hein, parce que c'était le général commandant la latte, le chef du premier bureau et son adjoint. Et Berlandier, surtout, était un bon copain. Vous les aviez connus aussi en Algérie à ce moment-là? Oui, je les avais connus aussi, oui, à l'époque. Mais quand je suis arrivé au Comalat, c'était le général Lemasson qui commandait. Il avait succédé, je crois, au général Leger. C'était le deuxième général. Et après, il y a eu Navelet, Lalande. Et puis... Puis après, ça s'est succédé. Voilà, c'est... Et finalement, vos services en France, votre regard sur le pays dans les années 60. Après, votre regard sur le pays, la France, dans les années 60. Vous savez, je ne vais pas raisonner comme les deuxièmes classes de l'époque qui étaient arrivées de force en Algérie, parce qu'il y avait le contingent. C'était la grosse différence avec l'Indochine. L'Algérie a envoyé le contingent et ils ont même prolongé leur service militaire. Donc le retour en France, on sentait d'abord, on quittait l'Algérie, on sentait que c'était fini. Et puis on était heureux de rentrer en France. J'étais nommé au commandement de la latte, j'étais fier d'être nommé au commandement de la latte. Je me mets dans la peau du jeune capitaine que j'étais à l'époque. Hein. Bon, mais voilà, ça s'est déroulé. Et quand j'ai quitté l'armée en 67, pour les raisons un petit peu que je vous ai données, j'ai dû quitter mon appartement militaire que j'occupais à Malakoff, à côté. Là. Et mon épouse a dragué un peu pour chercher. Elle est tombée sur une maison à Vanves qui lui a plu. Alors je passe un peu, je précipite les événements. Et finalement, on a acheté cette maison. Et le propriétaire de cette maison, qui est devenu un très bon copain, a été, toutes ces dernières années, il est mort l'an dernier, président de chez Vinci, qui est encore une très grosse entreprise. Et à un moment, parce que quand j'ai quitté l'armée, j'avais fait passer une annonce dans un cabinet où, je me souviens, il me téléphone un jour, il me dit, Monsieur l'abbé, vous êtes invité à vous présenter au président du Phoenix. Alors j'ai dit, écoutez, je regrette, je pars en Angleterre, je partais à Middle Wallop, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, faire un stage de 15 jours pour essayer tous les appareils britanniques. Et je lui ai dit, moi, je ne suis pas libre avant 15 jours parce que vous n'avez pas l'habitude de se faire refuser un entretien. Et quand je suis rentré, je leur ai dit, je suis rentré, je suis libre, si vous voulez que je... Pas de problème. Et j'ai été reçu par un gars qui s'appelait Nardin, qui était président du Phoenix. Le Phoenix, c'était une grosse compagnie d'assurance, qui existe encore d'ailleurs. Rue Lafayette. Il me recrutait tout de suite. Il faut dire que j'avais un beau CV. Puis à l'époque, c'était moins la crise que ça a été après dans les années suivantes. Et puis est arrivé mai 68. 3 semaines de grève, tout le monde sur le trottoir, la pagaille. Et je dis à mon copain Serge Michel, hein, qui m'avait vendu sa main, je dis, moi je ne veux pas rester là-dedans. D'ailleurs, je voulais rester dans l'aéronautique. J'avais postulé à l'aéroport de Paris et je devais avoir la place de responsable de l'aéroport à Orly. À l'époque, c'était une belle situation. Puis ça n'avait pas marché parce que les Américains avaient foutu leur pied dans le truc. Le poste que je devais avoir avait éclaté en 5-6 trucs, ça ne m'intéressait plus. Alors, je dis à mon copain, moi, je ne veux pas rester là. D'abord, je ne suis pas à l'aise dans les bureaux. J'avais pourtant un beau bureau qui donnait rue Lafayette, hein, c'était sympa. Il me dit, mais
viens avec moi. Je dis, moi, je ne suis pas ingénieur des travaux publics, qu'est-ce que vous voulez que je foute Mais si, j'ai passé 20 ans. Mm. Et j'étais, comme je le disais tout de suite, je n'étais pas ingénieur des travaux publics, mais je pouvais rendre service dans d'autres secteurs qui avaient de l'importance, c'était dans les relations publiques en particulier, où j'ai été chargé des contacts avec toutes les collectivités locales, les préfectures, les autorités de tutelle et de contrôle. Et j'avais 37 ans. Il voyait arriver un gars, je me souviens encore, quand j'allais voir les préfets, j'étais pas toujours à l'aise. Mais il voyait un jeune gars, j'avais 37 ans, c'était jeune, 93, qui avait la Légion d'honneur. Il s'interrogeait, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Et ils avaient une oreille attentive. Et j'ai très bien réussi dans cette fonction. J'ai rencontré tous les plus grands maires de l'époque, médecins à Nice, à Marseille, enfin, j'allais partout. Est-ce que vous avez gardé un lien avec l'armée par la réserve? Je trouve que l'armée a été dure avec moi. D'abord, quand j'ai quitté, je me suis fait mettre 1 an en disponibilité. Parce que je voulais réfléchir. Je dis, j'aurai 1 an pour réfléchir. Et à la région de Paris, là, ils ont été, je sais pas, il y a un mec qui devait pas piffrer des gars comme moi. C'est pour ça que toutes mes propositions de toute façon passaient au panier à l'époque. Et quand j'ai dit je pars définitivement, je ne serais pas parti aujourd'hui, compte tenu de l'organisation de la lettre qui est devenue une arme. Je ne serais pas parti. Donc oui, l'explication, elle n'est pas très claire, mais je peux vous dire que j'aimais l'armée, j'aimais la latte. J'avais tous les sacrements de la latte. On n'aurait jamais dû, compte tenu de l'importance de l'investissement qu'avait représenté ma formation, on n'aurait jamais dû se séparer de gars comme moi. Il y en avait d'autres. Hein. C'était l'organisation de l'époque. Oui. Ça. Mais votre service a-t-il généré des vocations auprès de vous? Mais votre service a-t-il généré des vocations près de vous? Vos enfants? Non, des connaissances? contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un père militaire, mais ils n'ont jamais été tentés par l'armée, eux. Je ne veux pas dire qu'ils sont antimilitaristes, loin de là, hein. Mais s'ils ont une certaine admiration pour moi, ils n'ont pas souhaité faire carrière militaire. Ils ont bien réussi dans leur branche et ailleurs, mais bon, ça, on ne choisit pas. Et avez-vous des regrets donc vis-à-vis de cette vie militaire? Peut-être le fait d'avoir dû partir en 67 à cause de cette règle qui imposait de revenir dans son arme? Oui, j'ai des regrets. Oui, j'ai des regrets, je vous dis, connaissant la latte d'aujourd'hui, je peux dire je regrette. Mais vous savez, il ne faut pas passer sa vie à regretter ce qu'on fait, hein, parce qu'alors on ne fait plus rien. Cela dit, je pense que j'avais des compétences qui ont été reconnues et j'ai pu faire une belle carrière civile. J'ai été directeur, moi, au groupe Saint-Gobain, alors que je n'avais aucune formation pour. Hein. Donc, je regrette d'avoir quitté ce que j'aimais, mais j'ai changé de maîtresse, quoi. Après, c'est ainsi la vie. Hein, vous savez, je crois que dans la vie, on ne choisit pas toujours. On est porté par des événements, par des situations et par des occasions. Or, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, on n'a pas le choix. Mais je conseillerais même, j'y sais bien qu'un homme évolue au cours de sa carrière. Il ne faut pas se figer dans quelque chose. La carrière militaire, vous rentrez sous-lieutenant à Saint-Cyr, vous êtes sûr de terminer colonel au bon mot, hein, peut-être général si vous n'êtes pas trop con. Donc c'est des carrières toutes faites. J'aurais pu rester les pieds en éventail. Moi, après le commandement de la latte, j'aurais été faire le con dans un régiment, mais ça aurait passé, je serais revenu dans la latte sans doute, etc. etc. J'ai pas eu cette patience. Et
Et, Je ne le regrette pas, mais je regrette d'avoir quitté la latte parce que j'aimais bien la latte. et quel est votre plus beau souvenir de votre carrière? Quel est votre plus beau souvenir en fait? Peut-être d'avoir intégré CIR au départ. C'était, vous savez, quand on prépare un concours, il faut réussir ou pas. Mais si vous réussissez, c'est quand même une grande satisfaction pour vous. Après, c'est ce que je dis. Un gars qui a reçu un CIR, il n'a plus de soucis à se faire après. Il laisse se dérouler sa carrière. C'est presque automatique. Après, vous avez des grades, vous passez à tous les grades. Vous terminez même, si l'occasion est bonne, générale. Vous avez toutes les fonctions jeunes. Quand je vois un gars que j'aime bien, de Crémier, il est général de corps d'armée, il a fait une belle carrière. Donc c'est intéressant parce que surtout que maintenant, on se déplace. Bon, vous voyez, j'ai fait des stages chez les Américains et chez les Anglais. Là, je vous le disais tout à l'heure, j'étais chez les Américains aussi. À l'époque, les Américains n'utilisaient pas encore la banane en Indochine. C'était avant la reprise des Américains en Indo. Ils étaient curieux de savoir comment on voyait ce type d'appareil en service. Et puis, j'avais de bons contacts avec... je vois, quand vous arrivez dans une unité étrangère et que vous ne parlez pas leur langue, on vous colle un parrain là, qui lui parle correctement votre langue, ce qui facilite pas mal les choses. Je raconte d'ailleurs dans celui-là, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous ai préparé pour vous. Je raconte un entretien concernant la reine d'Angleterre quand elle est morte. J'ai fait un article qui raconte... attendez, je crois que je vais l'avoir là. On a de bons souvenirs en général dans la... Pas ça, de l'autre côté. Alors je suis abonné, bien sûr, à ça. Oui, celui-là, vous ne l'avez pas lu, mais je vais vous le laisser. Hein? Avec plaisir. Vous verrez, je raconte, oui, c'est en avril 67, en poste au commandant d'Ismeo. Je fus désigné pour effectuer un stage au titre des échanges opéraires franco-britanniques. Et je suis donc parti à Middle Wallop. Je lis un livre en ce moment qui me passionne parce que c'est la vie du prince Harry. Il vient de sortir, le prince d'Angleterre. Oui. Parce qu'il a fait un peu tout ce que j'ai fait. Pilote d'hélicoptère. Oui, il a été pilote. Et il raconte son passage aussi à Middle Wallop. Alors, d'ailleurs, c'est pour vous que j'ai fait tout ça. Oui, j'ai un autre article là. Quand un moniteur pilote est contraint de se soumettre aux ordres de son élève. Vous ne l'avez pas lu celui-là? Non, je ne l'ai pas lu non plus. Je vous le laisse. Ça, c'est quand j'ai lâché Crespin en autorotation. Crespin, habituellement, on entraîne un élève, et puis quand il est bon en autorotation, on dit, monsieur, je descends, je vous laisse les commandes, à vous de jouer. Et je fais pareil avec Crespin, je dis, bon, mon colonel, vous venez de faire 2 ou 3 autorotations, ça va, ça colle, à vous de jouer. Il me dit, tu montes derrière. Et je tutoyais tout le monde. Tu montes derrière. Ça voulait dire que je restais dans l'appareil. Je ne voyais plus la piste et rien du tout. Et je me suis dit, pourvu que je n'ai pas fait de conneries. Ça s'est bien passé. Je lui reproche simplement, non, il n'a pas payé le champagne, il aurait dû. Il aurait dû. Alors, ça, c'est pour vous. Vol international en juin 21. Tiens, ça, je vous laisse aussi. Vous l'avez lu, non? Non plus. Je crois que vous me disiez que vous aviez lu les articles. Ça, c'est quand j'ai rapatrié une banane de Sétif à Paris. C'était à l'époque, c'était en quelle année ça? C'était en... Il y a marqué une date quand même là-dedans. Les bananes, les visites de 2500 heures se passaient à Issy-les-Moulineaux, chez une boîte qui était à côté. Chez Vertol. Hein? Vertol. Non, c'était pas chez Vertol. C'était en 59, ça. C'était pas chez Vertol, c'était... Merci. On pourra en parler un peu plus tard. Oui. Mais j'en profiter pour conclure alors. Oui. Attendez, je vous laisse aussi comment j'ai connu la latte. Hein
Allez-y. Ça, Mais alors ça, je l'ai déjà lu. Ah oui, vous avez dû l'avoir, mais je vous la laisse. Puis là, c'est un article aussi qui concerne la mort de Jean-Pierre. C'est le premier article que j'avais fait. D'accord. Très bien. Très bien. Écoutez, si vous avez autre chose à ajouter sur votre carrière Oh, ma carrière, elle est semblable à la carrière de tous mes camarades, hein. Je vous dis, il y a quelque chose qui est particulier à l'armée, c'est que tout le monde commence que sous-lieutenant pour les officiers. Alors, c'est bien parce que ça assure une progression des connaissances militaires et de la formation, etc. Bon, les meilleurs terminent en généraux, ceux qui ne seront pas les meilleurs resteront colonels, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas aptes à passer général, hein. Mais enfin, je veux dire, on suit tous la même formation. Et c'est commun à tous les candidats militaires, à tous les candidats officiers, je veux dire. Bon, bah, moi, il n'y a rien à redire, hein. C'est d'ailleurs, moi, de mon temps, on disait que la discipline étant la force principale des armées. Bon, il paraît qu'on ne le dit plus. La discipline faisant la force principale des armées, il importe que le supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et de tous les instants. On résume tout en disant ça. Il paraît que ça va plus court. Ouais. C'est moi. Je vous remercie pour cet entretien et je vous dis à bientôt. À bientôt.